Aujourd'hui, 1,2 million d'enfants, adolescents, vivent dans une famille en situation de grande pauvreté. C'est 1 sur 10, 10%. Comment on fait pour calculer? En fait, on prend pour base le revenu médian. C'est un critère européen. On s'est mis d'accord dans les pays communauté européenne pour dire voilà qu'on est pauvre quand on vit avec moins de 60% du revenu médian du pays. Alors c'est donc très relatif. Avec 60% du revenu médian français, si vous allez en Inde ou au Pakistan, vous n'êtes pas en situation de grande pauvreté. Mais en France, oui. Donc pauvreté, 60%. Si on est sur ce critère, 60% du revenu médian, on est à un enfant ou adolescent sur 5, donc 20%. Et en REP, en éducation prioritaire, c'est 1 sur 2. Ça n'est pas ce que j'ai retenu dans mon rapport. Mon rapport, grande pauvreté, j'ai retenu 50% du revenu médian, et donc c'est pour ça qu'on arrive à 1,2 million d'enfants. Si on était sur le critère précédent, 60%, on a 3 millions d'enfants aujourd'hui, d'adolescents qui vivent dans des familles en dessous du seuil de pauvreté des 60% du revenu médian. Et en termes de citoyens, ça fait 8,5 millions, 8,5 millions de citoyens qui sont, selon les critères européens, en situation de pauvreté. C'est une situation qui augmente, et comme je viens de vous le dire, on en parlait finalement assez peu. L'école a donc à faire face à cette situation. Rappelons-le encore une fois, pour être complètement objectif, on est la 5e puissance économique mondiale, on a un bouclier social, on a une couverture sanitaire que la planète entière nous envie, et donc c'est heureux qu'il en soit ainsi. La grande majorité des enfants et des adolescents de ce pays vont très bien et voient leurs droits fondamentaux satisfaits. Il faut le dire, ça aussi, bien sûr. Mais ceux dont on va parler, ceux dont on parle, là, ces enfants et adolescents qui sont en situation de grande pauvreté, eux, sont totalement ou partiellement exclus de ces droits-là en raison même de leur situation. Et donc ça a des effets forcément dans nos écoles et dans nos établissements. Ce que on montre, Marie-Hélène et ATD Carmont depuis très longtemps, et ce que je dis dans mon rapport, c'est que ce sont souvent les territoires déjà déshérités, qu'ils soient urbains ou ruraux, et dans mon rapport je parle beaucoup des territoires ruraux, où il y a de la pauvreté, souvent discrète, moins visible, mais elle existe, elle est profonde, et ça n'est évidemment pas qu'une pauvreté financière, il y a l'isolement notamment culturel qui compte. Eh bien, ce sont souvent ces territoires-là qui accueillent les pauvres. Et l'ancien inspecteur d'académie de Seine-Saint-Denis que je suis, dans un passé, a eu la preuve vivante que, effectivement, ce sont les territoires déjà déshérités qui accueillent les populations en difficulté. Deuxième caractéristique que nos établissements connaissent, c'est que nous sommes le pays, l'observatoire auprès du Premier ministre, qui s'appelle France Stratégie, qui est un site internet sur lequel je vous invite à aller parce qu'il y a des études régulièrement produites, a montré dans une étude il y a quelques mois que la France était le pays qui concentrait le plus ses populations d'origine étrangère. Dans d'autres pays, on les répartit davantage sur le territoire. Nous, on les concentre. Et évidemment, ça ne peut pas ne pas avoir un impact sur la vie de nos écoles et de nos établissements. C'est une autre... Quand on parlera tout à l'heure de la mixité sociale et scolaire, c'est effectivement une vraie difficulté. De fait, avec l'aggravation de la crise, nos écoles, nos collèges, nos lycées sont devenus aussi, parce que ça reste évidemment d'abord des lieux d'instruction, mais sont devenus aussi des lieux d'aide aux familles, des refuges, un lieu de premier recours face aux détresses sociales, des lieux de solidarité. Et mon rapport, si vous l'avez lu, est un hommage quasi permanent rendu à ces équipes de terrain, que ce soit dans nos écoles, collèges, lycées, enseignants, personnels de services sociaux, médicaux, partenaires associatifs, collectivités territoriales, qui sont là au plus près des difficultés. Aussi des lieux pour combattre les idées reçues sur la pauvreté, parce qu'il y en a beaucoup. On pourra en parler tout à l'heure dans le débat. Donc, qu'est-ce que l'on constate dans nos écoles et établissements? C'est qu'il y a des fragilités, notamment pour les enfants qui ont des difficultés, qui connaissent des conditions de logement particulièrement précaires. Je parle à des gens qui... Voilà, j'imagine que c'est votre quotidien pour ceux qui s'enseignent et travaillent dans des zones difficiles.
Et donc quand je vous dis que mon rapport est un hommage rendu à ces différents personnels, on ne va pas tout lire, hein, mais il y a quantité de témoignages d'enseignants, de personnels divers qui nous disent concrètement il y a effectivement des enfants qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés pour, par exemple, faire les devoirs le soir, hein, travailler le soir quand on a des conditions de logement particulièrement précaires. Je n'insiste pas. Autre difficulté, les questions vestimentaires. On est là au ras, hein, des conditions concrètes, mais c'est le quotidien de nos établissements. Des élèves qui n'ont pas les vêtements correspondant à la saison. Donc, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, quand je dis que ce sont des lieux de solidarité, j'ai vu, moi, dans des salles des maîtres, des cartons, hein, avec des habits en réserve, des chaussures en réserve, des enfants d'enseignants qui grandissent, et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Les parents, hein, aussi, solidaires, et qui font ce qu'ils peuvent. Dans ce collège-là d'Aubervilliers, on lave le linge, hein, parce que c'est aussi une difficulté. Au passage, tous ces gens dont je suis en train de parler dans les écoles, collèges et lycées, ce sont des fonctionnaires. Des enfants qui arrivent sans manger, ou en ayant mal mangé, donc beaucoup de témoignages aussi. Le dernier, là, c'est un cuisinier de l'Académie de Grenoble, qui nous dit le lundi matin, on charge les rations en féculents notamment, parce qu'on sait que le week-end n'a pas été facile pour un certain nombre de jeunes. Et le vendredi, on ferme les yeux parce qu'ils mettent beaucoup de pain dans leur cartable. Des problèmes pour participer au voyage scolaire, sorties et voyages scolaires, ça ne surprend pas ceux qui connaissent ces sujets-là. Il se trouve que nos crédits pédagogiques éducation nationale ont considérablement baissé ces dernières années, que ce n'est pas seulement une question de finances, c'est aussi, on parle des questions de logement tout à l'heure, il y a un instant, mais quand on fait un partenariat avec un collège, un lycée étranger espagnol, par exemple, on peut, voilà, avec la solidarité, on peut aller en Espagne, mais comment on reçoit quand on vit dans un hôtel, quand on vit dans des conditions de logement qui ne sont pas... Donc évidemment, ce n'est pas possible. Beaucoup de témoignages aussi d'assistants sociaux sur ce sujet. La question des fournitures. On est entre nous, je peux vous dire. Ça, c'est un sujet qui rend modeste. L'ancien directeur général que je suis, j'ai écrit 2 circulaires, 2 années de suite, sur les fournitures scolaires pour conseiller la mesure, d'organiser des commissions avec les parents d'élèves pour aller à l'essentiel, ne pas tout demander en début d'année scolaire, mais étaler et puis vraiment se limiter. Quand je dis que ça rend modeste, c'est que globalement c'est écouté, mais il y a encore des endroits, il faut le dire aussi ça, dans lesquels on se dit, mais sur quelle planète vivent certains pour demander des listes aussi longues de fournitures. Vous verrez dans mon rapport, j'ai fait faire une enquête à Univen d'Arras, qui a fait une enquête exhaustive dans sa circonscription, et c'est assez éloquent. Évidemment, des questions de santé. Nos écoles sont devenues des lieux de prévention et de soins pour ce 1,2 million d'enfants et adolescents qui sont en grande difficulté. Dans une école du Havre, 40% des caries dentaires ne sont pas soignés. C'est pas au Moyen-Âge, c'est en 2015. C'est dans la 6e puissance économique du monde. En zone rurale, difficultés supplémentaires, c'est la question de l'isolement, de l'éloignement et donc du transport. Et donc, évidemment, on a des réponses à apporter et surtout une amélioration de nos réponses face à ces situations sociales et de santé. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a des services de santé et des services sociaux à renforcer. Donc j'ai un certain nombre de préconisations dans mon rapport pour qu'on soit plus efficace, pour venir en aide à ces familles et à ces enfants. Donc on pourra en parler. Évidemment, ça passe par des moyens supplémentaires, infirmiers, médecins, assistants sociaux.
Vous avez vu que dans la loi de refondation, il y a un certain nombre de postes qui sont prévus, mais ce n'est évidemment pas encore suffisant pour répondre à tous les besoins, notamment pour bien suivre les élèves de l'école au collège, sur la continuité de leur scolarité obligatoire. Une aide sociale à apporter à la hauteur des besoins, donc le service social, je viens d'en parler. La question des bourses, c'est une question qui peut se poser, qui doit se poser dans notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, un collégien qui a la bourse la plus importante, alors quand j'ai fait le rapport, c'était 357 € par an, maintenant c'est 360. Il y a 180 jours de classe, ça veut dire qu'il y a 2 € par jour de bourse. C'est la plus élevée, la plus forte. On ne peut pas avoir plus. Donc évidemment, on a une question du niveau de bourse. On a aussi une autre question, c'est qu'on a un taux de non-recours anormal aux bourses. Il y a des familles qui sont en grande difficulté et qui, parce que nos dossiers sont compliqués, nos délais ne sont pas bons, que les pièces à fournir sont également pas toujours adaptées, on a beaucoup de familles, trop de familles en tout cas, qui pourraient bénéficier d'une bourse et qui n'en bénéficient pas. Donc on a un gros travail à faire pour résoudre cet écart. C'est d'autant plus préjudiciable que quand vous n'êtes pas boursier, vous ne pouvez pas bénéficier en cascade d'autres aides, notamment les aides départementales ou les aides régionales. Et donc, on a une autre possibilité, c'est les fonds sociaux. Vous savez que nos établissements, depuis la fin des années 90, collèges, lycées, disposent de fonds sociaux, c'est-à-dire une somme d'argent qui est à disposition des équipes, très souple d'utilisation pour parer aux urgences. L'accès à la cantine, la sortie scolaire, le vêtement pour la tenue de sport. Je le mets dans mon rapport, je suis le premier à l'avoir dit. Les fonds sociaux ont été divisés par 2,3 en France de 2001 à 2012. On a fait des économies, parce que budgétairement, il fallait faire des économies. Le budget, vous le connaissez, le budget de notre pays, mais en fait, on a fait des économies sur les crédits destinés aux pauvres, divisé par 2,3 les fonds sociaux, avec évidemment beaucoup de difficultés ensuite dans les établissements. J'ai aussi beaucoup de témoignages là-dessus. Donc il faut évidemment ces fonds sociaux les augmenter. La ministre vient de décider de les augmenter de façon significative. Ils sont remontés à 41 millions d'euros. L'objectif, c'est de les remonter le plus vite possible à ce qu'ils étaient en 2001, c'est-à-dire 70 millions ou 73 millions d'euros. Retenez bien ce chiffre-là, 70 millions d'euros, on va reparler tout à l'heure pour un autre sujet. 70 millions d'euros, c'était en 2001 la somme que l'on dépensait pour la totalité des enfants de pauvres, 1,2 million ou à peu près, qui avaient des besoins. Cette aide sociale apportée à la hauteur des besoins, évidemment, et on en parlera tout à l'heure s'il y a des chefs d'établissement dans la salle, c'est qu'il y a nos écoles, nos établissements sont les lieux que je viens de vous décrire, et donc il y a à s'organiser dans les établissements pour avoir un volet social du projet pédagogique, du projet éducatif de l'établissement, pour suivre au plus près qu'il est possible la situation de ces élèves. Évidemment, l'action des collectivités territoriales, et j'en parle beaucoup dans mon rapport, est essentielle. Elles viennent, ces collectivités territoriales, en complément, et parfois plus qu'en complément, de l'action de nos fonctionnaires. Simplement, ce que l'on constate sur le terrain, c'est que ces efforts sont inégaux. D'abord parce que les collectivités territoriales ont des capacités financières inégales. Il y a des collectivités pauvres qui, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont ces communes pauvres qui accueillent les populations les plus déshéritées. Et évidemment, on est là dans des situations qui sont extrêmement compliquées, extrêmement difficiles. Donc il faudrait pouvoir harmoniser les efforts des collectivités territoriales, et c'est pour ça que je préconise qu'on puisse chaque année faire un bilan en CDEN ou en CEN de ces différentes interventions. Aurait-on réglé, je ne veux pas être trop long, aurait-on réglé ces questions sociales, ces questions de santé, qu'on n'aurait pas pour autant réglé la question de l'échec scolaire massif des enfants de milieux populaires? Parce que le sujet, il est aussi et surtout pédagogique.